Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à Linux. La première vidéo étant dédiée au système d'exploitation de manière schématique et d'autres vidéos précédemment ont permis de découvrir quelques éléments au niveau physique d'une machine, la partie hardware. Alors aujourd'hui on va s'intéresser de l'étape qui va du lancement de la machine, quand on appuie tout simplement sur le bouton on, on va dire, de manière triviale, jusqu'à la possibilité d'utiliser la machine, c'est-à-dire via le premier process init et quelques process qui en découlent. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, parlez-en autour de vous, mettez des pouces bleus, c'est parti. Donc du coup, avant de commencer cette étape, on va voir les choses de manière triviale, donc de manière un petit peu standard, mais l'idée, c'est on ne va pas tout comprendre aujourd'hui, hein, bien sûr. Il y aura certainement des choses qui vont vous échapper, et donc ce qu'il faut en retenir d'une manière générale, c'est le cheminement qui va être le suivant, et essayer d'en retenir un maximum de choses. Première chose, quand on démarre une machine, on va passer par le BIOS. Donc pour le Basic Input or Output System, donc comme son nom l'indique, il est basique et est basé sur le minimum nécessaire pour faire fonctionner le matériel et pas faire fonctionner un système. Son but, ça va être de lancer justement le nécessaire pour déclencher l'initialisation et l'utilisation d'un système d'exploitation. Derrière, on va enchaîner avec le MBR, donc le Master Boot Record. On va revoir tout ça un petit peu plus dans le détail juste après. Mais là, l'idée, c'est de se poser les briques pour visualiser un petit peu comment on va avancer. Ensuite, donc son but au Master Boot Record, ça va être de lancer le GRUB. Donc le GRUB, c'est le Grand Unified Bootloader. Et derrière, lui, le but du GRUB, ça va être de permettre justement de lancer donc un système d'exploitation, en l'occurrence donc le GRUB parce qu'on utilise Linux, hein, mais derrière son but ça va être de lancer un kernel, un noyau en fait, donc notre système d'exploitation, qui lui à la fin, une fois qu'il a terminé, on va dire l'initialisation, donc on va se retrouver avec ce qu'on appelle systemd ou le fameux process init qui est le parent de tous les process enfants finalement qu'on va retrouver sur la machine et qui possède un identifiant 1 au niveau de la machine. On verra plus tard donc le fonctionnement des process, peut-être même la prochaine vidéo. Donc le déroulé est celui-ci, donc on va voir ça aujourd'hui. Brièvement, vous n'allez pas forcément tout en retenir si vous découvrez vraiment le sujet, mais le but c'est de poser un petit peu les briques pour pouvoir évoluer par la suite. Donc on va partir là-dessus. En fin de vidéo, je vous dirai concrètement, dans le quotidien, quelles sont, parmi ces briques-là, qu'est-ce qu'on peut être amené à faire dans les tâches quotidiennes au niveau un petit peu de ces briques. Donc, si on prend les choses dans l'ordre et qu'on les regarde un petit peu plus dans le détail que simplement comme on vient de le voir, première chose, bien sûr, on appuie sur le bouton, donc on démarre de manière électrique notre machine, donc sur le bouton marche. Il peut s'agir de machines physiques ou de machines virtuelles. Bien sûr, s'il s'agit de machines physiques, on va démarrer, on a appuyé sur le bouton marche et on va enclencher la machine. Ça va mettre un petit peu plus de temps, bien sûr, à se lancer. Il n'y a pas de process, il n'y a pas d'éléments qui vont permettre d'émuler des choses. En parallèle et en opposition, on a la machine virtuelle. Donc, si on regarde par exemple ici sur VirtualBox, je vais pouvoir la démarrer via un bouton, comme ceci. Le but final étant toujours le même, le but étant d'obtenir, de lancer un GRUB puis un kernel puis systemd et init, avec des éléments qui vont être physiques ou une émulation d'éléments physiques en parallèle. Donc du coup, une fois qu'on appuie simplement sur le bouton marche, le premier objectif c'est de lancer ce BIOS, et donc il est lancé par le CPU, un CPU notamment, ce BIOS, donc qui est le Basic Input or Output System, il est lancé par un processeur qui est identifié comme un bootstrap processor qui est dédié en fait au lancement de ce BIOS, d'autres processeurs pouvant exister, d'autres corps ayant une vocation plutôt d'application mais pas forcément de lancer ce BIOS.
L'objectif de ce BIOS, c'est de pouvoir lancer, donc on va voir juste l'étape suivante qui est le post, on va voir, et donc son but c'est de permettre déjà d'initialiser les choses pour pouvoir aller jusqu'à ce poste. Donc pour faire ça, il faut que tout simplement ce BIOS se lance. Le BIOS c'est quoi? C'est un firmware, en gros c'est un programme dédié au constructeur de la machine principalement, et son but, ça va être tout simplement de pouvoir utiliser le matériel. Donc son but, ça va être de vérifier le bon fonctionnement du matériel et éventuellement de configurer, mais vraiment strictement le matériel. Donc dedans, on va pouvoir y retrouver des éléments de configuration, par exemple au niveau du CPU, de la mémoire, de la prise en compte de certains disques, etc. Ce BIOS, il est stocké donc dans la ROM, donc en mémoire non volatile, read-only, donc c'est de la mémoire read-only qui est non volatile. Donc pourquoi? Tout simplement parce que du coup on ne la perd pas s'il y a un arrêt électrique de la machine. Il est stocké du coup, où est-ce qu'il est stocké? Tout simplement sur la carte mère en mémoire flash pour les OS modernes. Et bien sûr, au même titre que on va mettre à jour un système Linux, on va mettre à jour également régulièrement son BIOS, parce que voilà, il peut avoir des failles, il peut avoir des améliorations, etc. La configuration du BIOS, elle est stockée, on l'avait vu précédemment quand on avait vu le hardware et la carte mère, il est stocké au niveau du CMOS, donc le Complementary Metal Oxide Semiconductor de la carte mère. Cette partie-là, si vous vous souvenez, c'est une partie de mémoire qui est volatile. Donc là, on parle de la configuration du BIOS, on ne parle pas du BIOS, donc il y a le BIOS et une partie où il y a les données qui vont être configurées, des settings, et derrière, cette partie de settings, elle est stockée en mémoire volatile, ce qui veut dire que si on arrête la machine et qu'on la redémarre, potentiellement, on perd les données. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va avoir une batterie qui est dédiée, on en a déjà un petit peu parlé, à ce CMOS pour éviter de perdre justement ces données. D'où l'importance, très importante de cette batterie. Donc je vous disais, le but du BIOS, cette première étape dans le BIOS, c'est le post. Donc le post, c'est quoi? C'est le Power on Self Test. Donc là, c'est vraiment des tests rudimentaires. Quand on appuie sur le bouton, sur les anciens PC, unité centrale, on avait un bip, et donc le bip marque justement la fin de réalisation de ce test et nous indique que simplement, voilà, les équipements sont dans un état optimum et sont prêts à être utilisés. Derrière, donc on enchaîne. Le BIOS, lui, son objectif, ça va être de lancer un boot device. Ce boot device, c'est quoi? C'est lancer tout simplement le système d'exploitation, ou en tout cas initialiser la phase de lancement du système d'exploitation. Ce système d'exploitation, il peut être stocké à différents endroits, suivant qu'on l'ait déjà installé ou pas déjà installé, suivant qu'il soit local ou distant. On peut le retrouver à différents endroits, soit sous forme de soit accessible directement par un CD, soit DVD, soit disque, soit à travers le réseau via du PXE, etc. Donc voilà, ça c'est un deuxième objectif du BIOS. Donc après cette vérification du hardware, c'est de lancer ce boot device. Et ce boot device, donc derrière son objectif, c'est quoi? Le lancement de ce boot device va permettre donc de lancer le MBR, donc le Master Boot Record, qui est, vous voyez, d'une taille très très réduite, donc 512 bytes, et c'est ce qu'on appelle le premier secteur d'amorçage, qui a pour but, lui, du coup, d'aboutir au lancement derrière de ce qu'on appelle le GRUB au niveau de Linux. Alors il existe différents types, donc GRUB 2, il existe aussi d'autres types de bootloader tels que Lilo, etc. au niveau de Linux. Il en existe aussi au niveau de Windows. Et derrière également, c'est à ce niveau-là, au niveau du MBR, qu'on va retrouver également l'initialisation des tables de partition. Donc ça, c'est l'étape supplémentaire. Donc si on regarde notre schéma, on en est arrivé à la deuxième étape. Derrière ce bootloader, donc du coup, son objectif, le but du Master Boot Record, c'est de lancer le bootloader, et on va retrouver donc désormais le GRUB, donc Grand Unified Bootloader, et derrière ce GRUB va nous permettre de sélectionner le noyau et le système que l'on va lancer.
Donc on va le retrouver dans le file system. Alors le file system, pour les gens qui ne connaissent pas, il faut se le représenter sous une forme d'arborescence de fichiers et de répertoires, assez classiquement, comme on peut le retrouver sur différents systèmes d'exploitation. Et donc on va retrouver le /boot/grub, en l'occurrence sur pas mal de distributions Linux. Et dedans, on va retrouver une configuration de notre grub. La configuration de ce grub va nous permettre de sélectionner et de savoir quel noyau on va utiliser, les différentes versions et éventuellement quelques configurations qu'on va pouvoir faire. Donc si on regarde brièvement, donc si je prends par exemple ma machine, on va zoomer un petit peu, donc si je fais un ls de /boot grub, on va retrouver ici toute la partie dédiée au grub, quoi, en tout cas une grande partie des choses dédiées au grub, pas la totalité, et derrière on va avoir le grub.cfg ici, qui va contenir finalement le fichier que l'on va voir affiché à l'étape du grub. Alors attention, ce fichier-là ne peut pas être modifié directement, même si vous, par moment, si vous regardez, on va le voir tout à l'heure en lançant la VM, on va pouvoir découvrir notamment les lignes dédiées au kernel Linux. On va pas pouvoir les modifier directement et on va falloir donc modifier un fichier de configuration qu'on va retrouver donc, dans /etc default grub. Et on va modifier ce fichier-ci. Donc là, vous pouvez modifier beaucoup de choses, même éventuellement modifier un background pour avoir quelque chose de plus custom, ou des temps, vous voyez, de démarrage, etc. On peut modifier vraiment beaucoup de choses. On va pouvoir aussi modifier pour les gens de manière plus avancée aussi la command line de Linux, c'est-à-dire la ligne de commande qui permet de lancer le noyau Linux. Et une fois qu'on a fait notre modification de /grub, vous voyez, on va passer à un update grub. Derrière, donc du coup, donc la command line, voilà, on peut la modifier. Si vous voulez modifier la command line, ou voir en tout cas comment on peut la modifier, on peut se rendre dans man de boot param, voilà. Et derrière, on va pouvoir appliquer pas mal de modifications. Alors on verra plus tard, il y a, donc d'ailleurs on va en parler tout à la fin, ça fait partie des tâches qu'il est nécessaire de savoir réaliser, ou en tout cas d'avoir quelques repères par rapport à ça. C'est que derrière, on va pouvoir modifier par exemple le paramètre init, et ce paramètre init, on va pouvoir par exemple lui passer un bin sh, c'est-à-dire pour ouvrir directement un shell de manière très précoce dans le lancement, et ce qui va permettre éventuellement d'aller modifier le password de route ou d'aller supprimer certains montages de volume qui ne sont pas accessibles et qui permettraient éventuellement de bloquer le lancement correct de notre système. Alors, sixième étape, donc là on vient de voir brièvement le grub, donc sa partie configuration, avant qu'il se lance finalement, quoi. Et donc une fois qu'il est lancé, son but c'est quoi? Ça va être de décompresser le noyau Linux, de décompresser ce noyau. Alors ce noyau on le retrouve aussi dans le boot ici, donc dans le file system, dans le répertoire boot, on va retrouver dans grub ici, pardon, j'ai été trop loin, dans boot, pardon, pas dans grub, pourquoi je dis ça. Derrière on va retrouver différentes versions du noyau Linux. Vous voyez ici on a la 5.13, on a, j'en ai pas trop de, donc dans différentes versions, quoi. Donc en version 30, en version 35 ici. Et là vous voyez qu'on a VM, Linux, donc tout simplement il s'agit du, hop là, je vais revenir. Voilà, du noyau dans sa version compressée. C'est pour ça qu'on retrouve un Z, ça veut dire tout simplement compressé, et VM, ça veut pas dire machine virtuelle, mais ça veut dire prise en charge dans la mémoire virtuelle. Alors pourquoi on parle de ça? Puisque tout simplement, à cette étape, il y a une étape un petit peu complexe à réaliser pour le noyau, c'est que le noyau, pour se lancer, doit déjà disposer de son file system root, c'est-à-dire /.
le point d'entrée slash doit être nécessaire pour pouvoir se lancer lui-même. Pour pouvoir faire ça, il utilise ce qu'on appelle init-ramfs ou initRD. Donc on va retrouver initRD, vous voyez ici, qui est associé à chaque version de notre noyau. On retrouve initRD. InitRD, lui, son but, c'est vraiment une étape très ponctuelle avant même la décompression du noyau pour pouvoir avoir un premier file system root qui va être temporaire et qui va permettre de lancer et d'avoir un ensemble d'éléments disponibles pour pouvoir décompresser ce noyau et le charger en RAM, en mémoire, pour pouvoir ensuite le faire fonctionner. Donc ça, c'est une étape très importante, vous voyez, ici. Si vous voulez retrouver voilà, cette étape d'extraction et de décompression du noyau, vous pouvez la retrouver ici, vous voyez, dans USR, SRC, Linux, headers, et en fonction de la version de votre noyau, vous allez le retrouver dans le script d'extract ici. Donc, si je le prends hop, comme ceci, on va retrouver ici, vous voyez, les différentes étapes de décompression. Vous voyez que c'est pas très... c'est pas hyper fourni, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour le bon lancement du système. Donc le kernel se lance, il s'active donc en mémoire, il initialise les pages et les tables mémoire, on en reparlera un petit peu plus tard, donc il organise la mémoire pour pouvoir l'utiliser. C'est quelque chose qui est important, notamment ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. Il détecte l'ensemble des CPU, des cœurs qui sont disponibles, et il s'initialise par rapport au hardware qui est disponible, suivant le type de carte réseau, suivant les disques disponibles, SSD, disques mécaniques, etc. Ensuite, il procède à l'initialisation du file system, et donc on a eu, alors cette étape-là, elle était un petit peu avant, hop là, il y a une petite erreur par rapport à celui-ci, et donc l'objectif, donc là on vient de passer à de l'initRD qui est là, au montage du file system root qui émane grâce à l'initRD, et derrière on passe à l'objectif finalement final de notre kernel, ça va être de lancer ce premier process, le process 1, qui est le process init. Et alors, à savoir que donc ce process init, couramment, c'est ce qu'on appelle systemd. Et à savoir qu'il existe un process 0. Le process 0, c'est quoi? Alors, c'est ce qu'on appelle le swapper ou le scheduler, qui est vraiment primordial, qui va permettre d'ordonner les tâches pour leur exécution au niveau CPU. Ce systemd, lui, donc, il va se lancer, ce process, avec usrbin systemd, et il va ensuite lancer un ensemble d'unités, on verra ça un petit peu plus, hein, d'unités qui sont stockées dans différents répertoires. Et c'est ce qu'on va retrouver donc notamment dans usrlib systemd system, donc il va lancer tout un tas de choses. Et vous voyez que parmi toutes les choses qui sont lancées, il y a des choses qui sont cruciales, donc par exemple le nom du serveur, la time zone, donc l'heure, l'horodatage, etc. Il va vérifier les disques, le montage des file systems, il va vider les vieux, les fichiers qui étaient stockés dans /tmp qui ne sont plus utilisés. Il va s'assurer de la configuration du réseau, des interfaces réseau avec un S. Il va s'intéresser aussi, donc comme il monte les interfaces réseau, au packet filter, c'est-à-dire la sécurité au niveau réseau, et le démarrage des démons et éléments associés au réseau et autres. Donc là, c'est quelque chose, c'est une étape qui est très très importante, et c'est une des étapes sur laquelle un administrateur système aussi a vocation à intervenir, je dirais, très très régulièrement, à la fois pour créer des unités supplémentaires, pour lancer des applicatifs, pour lancer des crons, pour lancer des montages par exemple. Donc c'est des tâches qui peuvent être assez régulières. Et on aboutit derrière, donc du coup, en fonction de la configuration de cet init avec systemd, à un run level. Ce run level, c'est quoi? C'est un niveau d'accessibilité, on va dire, de notre système d'exploitation, soit un niveau 0, c'est-à-dire que le but, ça va être de s'arrêter, soit
on va avoir un niveau 1, donc ça tombe bien, c'est le niveau single, donc c'est facile à retenir. On a ensuite le niveau 2, qui est le multi-utilisateur, vous voyez, sans réseau, hein, c'est-à-dire que on a vraiment le minimum des choses qui sont disponibles pour avoir différents utilisateurs, mais pour autant on n'a pas de réseau. Ensuite, on a le niveau 3, qui est là le niveau un petit peu plus abouti encore, c'est-à-dire on a différents utilisateurs, on a du réseau également. Soit encore, on a une autre étape qui est encore plus essentielle quand on fait du laptop par exemple, c'est la possibilité de disposer d'une interface graphique qu'on va retrouver assez souvent si on utilise par exemple Ubuntu comme c'est mon cas. Et puis ensuite également on a le run level de redémarrage. Donc ça c'est des choses qu'on va retrouver de manière assez régulière, qu'on va pouvoir également utiliser sous forme de ligne de commande, par exemple si on veut arrêter le système ou si on veut le redémarrer. Donc si on lance un run level de cette manière-ci, on va pouvoir identifier le run level sur lequel on est actuellement. Vous voyez que moi j'utilise donc bien sûr mon interface graphique, sinon je pourrais pas vous présenter des choses à l'écran, et donc on est sur un run level, vous voyez, de niveau 5, tout simplement. Donc si on en revient à notre schéma que l'on avait tout à l'heure ici, dans les choses un petit peu essentielles qu'on est amené à faire, à réaliser régulièrement sur un système dans cette phase de démarrage, d'amorçage et d'initialisation, on a différentes choses. Par exemple, ici au niveau du BIOS par exemple, on va intervenir, donc je vous en ai déjà parlé, mais on va intervenir par exemple pour faire des upgrades, mais pas seulement, on va intervenir par exemple également pour activer par exemple ce qu'on appelle de l'hyper-threading, ou donc jouer sur le nombre de CPU, de corps par exemple. On va pouvoir définir, et ça c'est quelque chose qui est très important, mais on a indiqué qu'on bootait sur différents types de sources, donc à partir de notre, donc on verra ça au niveau de l'installation, mais à partir d'une image qui va être stockée potentiellement quelque part. Donc là on va avoir notre boot device aussi qu'on va pouvoir définir à ce niveau-là. Et puis on va avoir d'autres éléments vraiment, donc par exemple l'utilisation des disques. On a aussi une part donc de sécurité, donc ce qu'on appelle le secure boot également pour la sécurité à cette étape-là, qui est aussi un élément assez important. Ensuite, au quotidien, on est amené également donc à intervenir sur la partie grub, au quotidien. C'est un bien grand mot, hein, ça dépend bien sûr du métier qu'on réalise. Et à cette étape-là, donc soit on va être amené à faire, donc c'est souvent sur du debug de manière un petit peu variée. On peut faire par exemple choisir, donc on va choisir par exemple le kernel, on peut faire des modifications sur le kernel qui va être lancé, donc le noyau qui est lancé. Soit on va chercher par exemple à changer le password de route. Ça c'est une étape qui est extrêmement importante à savoir réaliser quand on est administrateur système. Je sais que certaines sociétés envoient des gens en formation exprès pour ça, alors que c'est pratiquement rien du tout, mais il faut savoir le faire. Ou encore, par exemple, pour modifier par exemple un fichier que l'on appelle fstab par exemple, qui permet de définir les différents points de montage qui sont lancés au lancement du système. Si malheureusement ces points de montage appellent par exemple un disque qui n'est pas disponible, eh bien on peut très bien avoir un système, si celui-ci attend d'avoir ce disque disponible pour le monter, et bien à ce moment-là on peut avoir un système qui va rester bloqué, et donc il faut savoir le débugger suffisamment rapidement dans la chaîne. Donc le grub par exemple est une très très bonne étape pour pouvoir le faire. Ensuite, on va pouvoir intervenir, et là, de manière encore plus régulière, je vais y arriver, hop, voilà, à ce niveau-là. Et là, bon, bien sûr, les tâches sont très très variées au niveau de système D et init, mais principalement, donc ça, je vous le disais un petit peu tout à l'heure, on va avoir la définition de unit, donc d'unité. Donc au niveau de système D, ça va prendre différentes formes, hein. Donc on a vraiment ce qu'on appelle les services, on va avoir des timers,
on va avoir également des montages qu'on va pouvoir définir au niveau de système D, et on va pouvoir aussi jouer sur l'ordre dans lequel les choses vont se jouer. Et bien sûr derrière en découlera bien sûr d'autres process, puisqu'on là on est sur le process 1 et on verra le principe de fork qui va être le fait de créer d'autres process qui vont découler de systemd et d'init. Alors si on démarre notre VM pour conclure, donc ici je vais la démarrer on va dire électriquement entre guillemets, mais on est sur des outils émulés, et là je vais arriver directement sur mon grub. Vous voyez, l'étape BIOS est bien sûr très courte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas autant de vérifications qui vont être faites que sur une machine physique. Sur une machine physique, on va chercher à vérifier par exemple la RAM, etc. Ce qui peut prendre vraiment beaucoup de temps. Si on a beaucoup de barrettes de RAM par exemple, ça peut durer quand même pas mal de temps. Et derrière ici, vous voyez qu'on tombe sur notre grub, et sur notre grub, on va pouvoir derrière, alors hop, j'espère que j'ai pas perdu ma souris, où est-elle? On va la retrouver. Alors je vais mettre en pause. Donc nous, ce qu'on va faire, on va pouvoir éditer du coup notre grub, et on va retrouver du coup le grub.cfg. Alors en fait là j'ai perdu à moitié ma souris, c'est pas grave. Le grub.cfg ici qui va nous permettre de tout simplement à cette étape là de choisir le noyau, et on voit qu'ici on va pouvoir éditer, et on verra plus tard justement, c'est à partir de cet endroit là on va pouvoir lancer de manière très précoce un shell, donc un outil qui va permettre directement de converser avec le noyau pour pouvoir débugger rapidement, notamment changer le password de route ou encore changer les différents points de montage, etc. Donc là on va bypasser, et du coup une fois qu'on a terminé, on va pouvoir lancer notre kernel. Du coup je récupère la souris, parfait, et vous voyez que ça y est, alors ça a été très rapide parce que en plus vous voyez on n'a pas de mode graphique, et si je lance comme ceci, je me retrouve avec ma machine, et derrière, donc c'est une Debian 11, vous voyez, très simplement. Donc on est passé très rapidement sur notre système D avec, si je fais, donc on verra les commandes par la suite, mais si je fais un ps, hop là, AUX, donc le process, on va se le mettre comme ceci, le process parent de tous, donc qui a un PID 1, bon, on le reverra plus tard parce que là c'est pas écrit très gros, qui est l'init, ici on le retrouve, donc est affiché directement. Le process 0 lui n'étant pas affiché. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, moi je vous dis à très bientôt sur